au nom du... Oui, ah oui, je croyais que vous leviez pour poser une question. D'accord, ça sera tout à l'heure les questions. Au nom d'Univers Sciences, de l'Observatoire de Paris et de la Société astronomique de France, bienvenue, même avec un peu de retard, à cette troisième conférence du cycle L'Odyssée de l'espace. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Pierre Martin, je suis physicien, président de la commission de cosmologie de la SAF et membre de la SAF, bien entendu. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier, Gilles Esposito-Farez. Il est chercheur en physique théorique au CNRS, membre de l'équipe gravitation et cosmologie, qu'on abrège en GRECO, de l'IAP. Il a passé son doctorat sur la gravitation quantique et c'est un spécialiste des théories de la gravitation et en particulier de la relativité générale. Il possède aussi, je dois dire, des talents d'artiste intéressants que vous pouvez trouver sur Internet. Dans les premières conférences, nous avons parlé de l'histoire de la relativité générale, de ses avancées dans le domaine de la physique, du Big Bang, etc. Mais on se pose une question, sommes-nous sûrs que cette théorie est bien valide? Et bien validée. Eh bien, Gilles Esposito-Farez nous parle ce soir des expériences qui prouvent la validité de la relativité générale. Donc, je rappelle à peu près la règle du jeu, une conférence d'approximativement 1 heure, suivie de questions de la part du public. Vous pourrez donc lever la main, monsieur. Et il y a une chose qui est certaine, comme je vous le dis à chaque fois, à 20h45, on lâche les chiens. Donc, il faut avoir dégagé la salle à 20h45. Ça nous laisse amplement le temps de discuter. Alors, je voudrais vous signaler que la prochaine conférence, on fait une petite pause de 15 jours à cause du 1er novembre, du 11 novembre, etc. Elle aura lieu le jeudi 12 novembre et ça sera en fait une table ronde débat sur les mystères de la relativité générale. Vous savez, matière noire, énergie noire et tout ça, les origines de l'univers, etc. Et à cette occasion, j'aurai le plaisir d'avoir 3 invités, Aurélien Barraud, Jean-Michel Halimi et Philippe Brax. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence ce soir et je laisse la parole à notre conférencier. Merci. Merci de cette présentation. Donc, comme vous l'a dit Jean-Pierre Martin, je vais vous parler des tests de la relativité générale, qui est la théorie donc relativiste de la gravitation. Il faudrait que ça avance. Voilà. Créée par, terminée, donc les équations ont été terminées par Albert Einstein en 1915, c'est-à-dire il y a précisément 100 ans. Il avait 36 ans à l'époque, donc vous voyez, il n'était pas bien vieux. Alors, qu'est-ce que signifie théorie relativiste de la gravitation? Eh bien oui, il y a 2 mots, il y a relativiste et gravitation. Donc déjà, permettez-moi de vous rappeler ce que c'est que relativiste. Ça fait allusion à la relativité restreinte. Et la relativité restreinte, la relativité restreinte, ça remonte en fait à Galilée, qui imaginait dans ses livres la situation d'un bateau à vitesse constante. Alors j'ai mis des vagues pour qu'on sache que c'est de l'eau, mais au contraire, il faut plutôt imaginer une mer d'huile absolument plate et le bateau qui avance à vitesse constante. Et Galilée imaginait qu'on avait une petite boîte sur le bateau dans lequel on vivait et dans lequel l'observateur faisait des expériences. Alors il imaginait par exemple que l'observateur sautait vers la proue ou vers la poupe et il se rendait compte qu'il sautait largement de la même distance dans les 2 directions. Donc la vitesse du bateau ne contribuait pas à son saut. Et il imaginait également que la personne avait un aquarium avec des poissons qui nageaient vers l'avant ou vers l'arrière sans aucune différence, ou alors des mouches qui volaient, mais dans la boîte évidemment avec l'air qui est transporté également par la boîte. Et donc la mouche volait dans les 2 directions sans voir de différence. Et donc Galilée résumait ça en disant le mouvement est comme rien. Et ce qu'a fait Einstein en 1905, donc 10 ans avant la relativité générale, il avait donc 26 ans à l'époque, encore plus jeune, ça a été de généraliser ce principe de relativité à toutes les lois de la physique qu'on connaissait à l'époque, sauf la gravitation qu'on va voir plus tard, ce sera la relativité générale. Mais ces lois de la physique, elles contenaient celles de l'électromagnétisme qu'on connaissait depuis Maxwell au XIXe siècle,
Ces lois de l'électromagnétisme, elles ont la particularité qu'elles prédisent que la vitesse de la lumière dans le vide vaut une certaine constante, qu'on appelle C, et ceci indépendamment de la vitesse à laquelle on regarde cette lumière. Ça signifie que si vous êtes dans un wagon et que vous allumez une lampe de poche ou un pointeur laser comme je suis en train de le faire, la lumière par rapport à vous qui êtes dans le train va aller à la vitesse C, mais curieusement, même par rapport à la personne qui est sur le quai, elle va aussi à cette vitesse C, c'est-à-dire que la vitesse du train ne s'additionne pas à la vitesse de la lumière. C'est paradoxal, mais c'est très bien testé expérimentalement, tous les jours en fait dans les accélérateurs de particules. Et alors là, regardez bien, il y a des conséquences bizarres de ce principe de relativité qui est extrêmement bien testé. La première, c'est que regardez cette horloge violette, je vais la ralentir, parce que la première chose que ça fait, c'est que les horloges en mouvement sont plus lentes que les horloges au repos. C'est une des conséquences de cette structure de l'espace-temps impliquée par ce principe de relativité restreinte. Et la deuxième conséquence, regardez bien la taille du wagon. Eh bien, la taille du wagon, je vais la réduire, parce qu'il y a aussi une contraction des longueurs dans la direction... Oula, je suis allé trop loin. Il y a une contraction des longueurs... Il faudrait que ça remonte le temps, je ne sais pas le faire. Il faut demander à Einstein. Voilà. Merci. Donc, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il y a une contraction de l'espace dans la direction de propagation, dans la direction du mouvement. Et donc, ces deux conséquences, en fait, sont testées tous les jours, comme je vous le disais, dans les accélérateurs de particules. Et par exemple, l'une des expériences qu'on peut faire, et que vous pourriez même faire si vous aviez un détecteur de particules, ce qui n'est pas tous les jours facile à acheter, ce serait de regarder, par exemple, des particules qu'on appelle des muons, qu'on voit dans la haute atmosphère. Et même si elles se propageaient à la vitesse de la lumière, s'il n'y avait pas ces effets relativistes, on pourrait démontrer qu'elles ne se propageraient que de 400 mètres. Or, on en trouve même à la surface de la Terre. Par conséquent, il y a un problème. Comment elles font? Eh bien, c'est facile. De notre point de vue, c'est tout simplement à cause de leur grande vitesse. Elles ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière. À cause de leur grande vitesse, leur temps est ralenti, et donc leur durée de vie nous paraît plus grande que la vraie durée de vie qu'elles sentent. Et c'est la raison pour laquelle elles arrivent à se propager sur plusieurs milliers de mètres, au lieu de 400 mètres. Et de leur point de vue, on peut aussi faire le raisonnement de leur point de vue, on s'assied sur l'un des muons. Comment ça se fait qu'elles arrivent à atteindre la surface de la Terre alors que leur durée de vie est très brève? Et ça, comme on est assis sur la particule, leur durée de vie est vraiment très brève. Eh bien, la raison pour laquelle elles y arrivent, c'est qu'elles voient la surface de la Terre plus près à cause de cette contraction. Donc, quelle que soit la façon dont vous faites le raisonnement, eh bien, ça explique pourquoi les muons atteignent la surface de la Terre. Donc ça, c'est la relativité restreinte, c'est extrêmement bien testé, c'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir, c'est plutôt de la relativité générale, donc qui va faire une théorie compatible avec la relativité restreinte, mais de la gravitation. Donc, qu'est-ce que c'est que la gravitation? Alors, avant Einstein, ce qu'on savait, c'était la gravitation newtonienne. Et donc, c'est la célèbre loi de Newton qui nous dit que la force gravitationnelle doit être en 1 sur la distance au carré. Et à partir de cette force qu'il postule, et ensuite il va vérifier que ça marche, il en déduit toutes les lois de la gravitationnelle dans le système solaire, en particulier le mouvement des planètes et les lois de Kepler, il en déduit les forces de marée sur Terre. Et l'une des choses que prévoient les lois de Kepler et qui sont démontrées à partir de cette loi en 1 sur R2, c'est en 1 sur distance au carré, c'est par exemple que les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil est un foyer. Donc là, je vous ai dessiné une ellipse correspondant par exemple à l'orbite de Mercure. Et alors là, il y a une subtilité, c'est que ça, ce serait vrai si Mercure était toute seule autour du Soleil. Et c'est pas vrai, il y a d'autres planètes. Alors là, la perturbation newtonienne ont été développées plutôt par Laplace, qui a montré qu'en fait, c'est pas vrai, Mercure n'est pas en train de faire une ellipse, elle fait plutôt ce type de rosace, c'est-à-dire une ellipse qui précesse quand on utilise les mots. Alors là, j'ai énormément exagéré les faits, la précession est beaucoup plus petite que ça. Et on peut calculer les perturbations engendrées par chacune des planètes. Alors ça, ce sont différents calculs qui ont été faits par différents physiciens au cours du siècle qui a suivi Laplace. Et on calcule que les planètes, effectivement, créent une avance du périhélie. Alors le périhélie, c'est le point le plus près du Soleil, et l'aphélie, c'est le point le plus loin, mais on voit mieux sur l'aphélie, mais enfin le tout avance, évidemment, ça tourne. Et par exemple, on se rend compte que les planètes les plus proches de Mercure contribuent beaucoup, la Terre et Vénus, et la plus grosse, Jupiter, contribue aussi beaucoup. Les autres, c'est des petits effets, mais enfin, on peut faire la somme. Et si vous faites la somme, c'est assez curieux, ça marche presque parfaitement. Ça donne presque parfaitement ce nombre d'arcs secondes par siècle. Mais il y a 43 secondes qui restent et qu'on n'a pas compris à l'époque, donc, de Laplace et Le Verrier. Alors, comme vous le savez, Le Verrier est très célèbre pour avoir prédit l'existence de Neptune dans une direction précise du ciel en analysant les perturbations de l'orbite d'Uranus. Et évidemment, quand quelqu'un a un grand succès dans sa vie, il a tendance à le répéter. Et donc il s'est dit, bon, c'est pas très compliqué, c'est 43 secondes d'arc, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y aurait une ceinture d'astéroïdes très près du Soleil.
et qu'on ne voit pas, et qui influerait Mercure. Alors évidemment, on a cherché, on n'a pas trouvé. Un jour, il y a quelqu'un qui a vu passer quelque chose, une petite poussière devant le Soleil, il s'est dit, oh, peut-être c'est pas une ceinture d'astéroïdes, peut-être que c'est une petite planète très petite. Et le Verrier a sauté sur l'occasion, il a dit, oui, c'est une planète, et appelons-la même Vulcain. Donc il lui a donné un nom, et pendant quelques dizaines d'années, les astronomes ont cherché ça, et malheureusement, ils n'ont jamais vu Vulcain. Et donc ça, c'était un des problèmes de la mécanique newtonienne que Einstein connaissait. Alors maintenant, passons justement à la relativité générale. Qu'est-ce qu'a fait Einstein? Donc, il connaissait la mécanique newtonienne, il connaissait la relativité restreinte. Qu'est-ce qu'il fait pour développer la relativité générale? Et alors là, il y a deux principes indépendants de la relativité générale. Le premier, c'est celui que je vais discuter pendant quelques minutes, et je passerai au second après. Ce qui est important de retenir, c'est que ces deux principes sont totalement indépendants. Il est possible de faire des théories qui satisfont au premier et pas au second, et réciproquement. Le premier, ça s'appelle le principe d'équivalence, comme vous le voyez ici. Et ce principe d'équivalence, c'est une façon de décrire comment la matière bouge étant donné une géométrie donnée, qu'on présuppose donnée. Et le deuxième, on le verra plus tard, c'est le contraire, c'est-à-dire comment est-ce que la matière engendre cette géométrie. Et évidemment, vous avez besoin des deux pierres de construction pour fabriquer toute la physique. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce premier principe d'équivalence. Que dit Einstein? Eh bien, Einstein, il généralise ce qu'on a vu comme le principe de relativité à des observateurs accélérés ou plongés dans un champ de gravitation. Son hypothèse, c'est que si on fait une expérience intérieure à une boîte, par exemple intérieure à la fusée sans regarder par la fenêtre, ou intérieure à cette boîte sans regarder par la fenêtre s'il y a la Terre ou pas, eh bien il est impossible de déterminer si on est accéléré ou dans un champ de gravitation. La pomme et la banane vont tomber de la même façon, les horloges vont se comporter de la même façon, la lumière va se comporter de la même façon. C'est une hypothèse, c'est son principe. Et ensuite on va tester si c'est valable ou pas. Donc voici ce principe d'équivalence. Évidemment, vous avez un cas particulier de ce principe d'équivalence qui consiste à regarder, si ça veut bien avancer, voilà, le cas particulier où il n'y a pas d'accélération. Ah, ça avance deux fois. Bon, il faut que je prenne mon temps. Alors là, c'est censé reculer d'un coup, mais ça ne le fait pas. Donc, dans quelle direction il faut que je sois pour que ça marche? Vers là? Allez, voilà, ça va remonter deux fois, je parie, mais enfin on verra. Bien, donc le cas particulier d'un ascenseur en chute libre. Donc là, il est dans un champ de gravitation, mais on élimine la gravitation parce qu'on est en chute libre et tout tombe de la même façon. Et par son principe d'équivalence, ça doit être équivalent à quelqu'un qui serait loin de tout corps massif et qui ne serait pas accéléré. Et là, dans ce cas-là, il sait qu'il a le droit d'appliquer la relativité restreinte. Donc la première idée géniale d'Einstein qui remonte à 1907, c'est-à-dire 2 ans après la relativité restreinte, c'est tout simplement d'écrire les lois de la relativité restreinte dans un ascenseur en chute libre, et ensuite, il changera de coordonnées pour savoir ce qui se passe quand on est vraiment accéléré. Donc ça, c'est son premier principe. Et alors, évidemment, il faut tester expérimentalement si c'est vrai que tout tombe à la même façon, de la même façon. Et donc j'attends la petite seconde pour qu'il avance. Là, c'est le transparent que vous avez vu tout à l'heure. Je parie qu'il va avancer 2 fois, on verra bien. Et donc ça a été testé donc, depuis Galilée avec cette mythique expérience de la tour de Pise où il envoie 2 objets qui n'étaient pas une pomme et une banane, mais enfin, il prétendait que ça tombait de la même façon. Alors, historiquement, on n'est pas du tout certain qu'il ait fait cette expérience. Ce qu'on sait, ce qu'on a retrouvé dans ces papiers, c'est qu'il faisait rouler des cylindres sur un plan incliné, et puis il vérifiait qu'ils tombaient de la même façon. Alors, en fait, on se demande si soit il était biaisé parce qu'il avait envie de trouver, soit il trafiquait ses données, mais apparemment c'était pas très très sérieux. Par contre, le principe était vrai puisqu'il a été testé après très précisément, donc il avait la bonne intuition, et ses expériences n'étaient pas très bonnes. Donc il avait typiquement des précisions de l'ordre du pourcent ou de 2%. Newton, en utilisant des pendules, c'est-à-dire des choses qui oscillent au bout d'un fil, avec des fils de même longueur, mais des matériaux différents, il a réussi à obtenir une pression de 0,1%, et on a atteint la grande précision actuelle à partir de 1922 avec Eötvös, qui a utilisé des pendules de torsion, c'est-à-dire 2 masses sur un fléau qui tourne autour d'un fil, et là il a atteint la précision du milliardième, comme vous le voyez. Et de nos jours, à la fois avec des pendules de torsion et avec le système Terre-Lune que je vais vous décrire dans un moment, on atteint donc le 10 millième de milliardième comme précision, le 10 puissance moins 13 comme vous voulez. Alors cette expérience est très intéressante. L'expérience du système Terre-Lune, c'est qu'on teste si la Terre et la Lune tombent de la même façon vers le Soleil. Si ça n'était pas le cas, on est capable de prédire que l'orbite de la Lune aurait quelques perturbations qu'on sait calculer.
Et donc, il suffit d'observer ce système pour savoir si il y a une violation du principe d'équivalence. Est-ce que la Terre et la Lune ont la même accélération? Et alors ça, c'est très intéressant. La seule intérêt scientifique, au sens de la physique théorique, disons, des missions Apollo, ça a été qu'ils ont posé ce qu'on appelle des réflecteurs en coin sur la Lune. Ce sont essentiellement des catadioptres, c'est-à-dire, imaginez, là on est dans une des rares salles de Paris où il n'y a pas de coin, donc je ne peux pas vous en montrer, c'est une coïncidence. En général, il y a des coins, donc vous imaginez le coin d'une pièce, et si vous mettez 3 miroirs le long des 2 murs et le plafond, par exemple, vous pouvez démontrer qu'en envoyant de la lumière vers ce réflecteur en coin, elle repart exactement dans la direction d'où elle venait. C'est assez facile à démontrer, c'est simplement que chacun des miroirs change le signe d'une composante de votre vecteur, donc ensuite c'est exactement le vecteur opposé, il repart vers vous. Et donc ces réflecteurs en coin qui ont été posés sur la Lune, ils nous permettent maintenant d'envoyer des très puissants lasers vers la Lune, qui nous renvoie la lumière dans la même direction. Alors évidemment que c'est un peu dilaté, donc on reçoit très peu de lumière quand ça revient, mais on est capable de calculer le temps d'aller-retour de cette lumière vers la Lune, et de nos jours, on est capable de mesurer la distance Terre-Lune à quelques millimètres près. C'est très impressionnant en millimètres, parce que n'oubliez pas que tout bouge, même le télescope bouge de plus que ça, donc on est obligé de modéliser aussi le mouvement du télescope, on est obligé de tenir compte de la dérive des continents, on est obligé de tenir compte de l'endroit où se trouve le miroir sur la Lune, s'il est plus ou moins haut, etc., si la Lune a un peu bougé, donc c'est très complexe comme méthode, comme mesure, mais on est capable aujourd'hui de mesurer donc la distance Terre-Lune à quelques millimètres près, et c'est ça qui nous permet d'obtenir cette précision phénoménale de 10 puissance moins 13 sur l'accélération relative divisée par leur norme, enfin leur magnitude absolue, et donc de tester ce principe d'équivalence, y compris pour des corps autogravitants, comme on dit, c'est-à-dire que des corps qui sont tenus par la gravitation. Alors il y aura d'autres tests qu'on va faire, par exemple la mission Microscope est prévue pour l'année prochaine, elle va être lancée, et son principe est très amusant, c'est à peu près le même principe que l'expérience de Galilée de la tour de Pise, c'est-à-dire qu'on envoie 2 objets, mais au lieu de tomber des 54 mètres de la tour de Pise, on les fait tomber indéfiniment, parce qu'on les met en orbite. Et donc si les 2 objets n'ont pas la même accélération vers la Terre, eh bien, au bout d'un certain temps, ils vont se décaler. Alors ce schéma exagère énormément les faits, évidemment, on ne va pas obtenir des choses comme ça. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met 2 cylindres l'un dans l'autre, et on est capable, par des mesures quantiques, en fait, de mesurer des déviations de trajectoire infinitésimales, et c'est comme ça qu'on va obtenir, donc, un millionième de milliardième de précision, 10 puissance moins 15, et on aurait pu même obtenir le milliardième de milliardième avec la même expérience qui s'appelle STEP, Satellite Test of the Equivalence Principle, mais il n'a pas été financé. C'était essentiellement la même expérience, mais avec un refroidissement qui coûtait plus cher. Alors, vous pourriez vous poser la question, à quoi bon tester à des ordres aussi élevés? Eh bien, c'est tout simplement que de nos jours, nous avons des théories qui prédisent des effets qui pourraient être à cet ordre-là. Et donc, pour voir si les théories de cordes ou autres théories qui unifient les interactions sont testées, sont compatibles avec l'expérience, ça vaut le coup de pousser les expériences à ces ordres-là. C'est pas simplement pour le plaisir de faire encore mieux qu'avant. Donc, voici pour le test du principe de l'universalité de la chute libre. Et donc maintenant je repasse, je ne sais pas combien de fois il faut que j'appuie pour que ça passe, voilà c'est bon. Repassons donc à ce principe d'équivalence dans le cas où c'est accéléré. Alors ce qui est intéressant, c'est que rien que cette équivalence, ce signe d'équivalence que j'ai écrit entre les deux, qui vous signifie que quand vous êtes accéléré, quand vous êtes dans un champ de gravitation, il devrait y avoir la même physique si ce principe est bien vérifié, eh bien vous en déduisez des effets observables immédiats. Je devrais avancer. Je ne sais pas s'il faut que j'appuie fort ou dans une direction particulière pour que ça marche. Bon, c'est bon. Et merci, c'est vous qui avez avancé, c'est ça? Il ne marche plus, ok. Donc maintenant, imaginez une fusée accélérée. Alors faites attention, cette flèche-là n'est pas une vitesse, c'est une accélération. Ça signifie qu'au cours du temps, cette vitesse augmente. Et maintenant, imaginez que vous avez une horloge en bas de la fusée qui envoie, par exemple, chaque seconde, un signal à l'horloge qui est en haut. Vous êtes d'accord que le temps que le photon, enfin que la lumière, monte de l'horloge du bas à celle du haut, la fusée va accélérer. Donc elle va avoir une vitesse plus grande quand l'horloge du haut va recevoir cette lumière. Et alors là, il y a un effet bien connu, qui s'appelle l'effet Doppler, qui est que quand on recule par rapport à un signal qu'on reçoit, on le reçoit à une fréquence inférieure. Et au contraire, quand on avance, par exemple cette horloge, je le disais dans un moment, quand on avance, au contraire, la fréquence augmente. Ça, c'est un effet Doppler qu'on connaît très bien, qui n'est même pas relativiste restreint, c'est purement classique. Et vous l'entendez tous les jours quand vous entendez les pompiers passer devant vous. Vous entendez la sirène des pompiers relativement aiguë quand ils se rapprochent et beaucoup plus grave quand il s'en va. Ou alors, quand vous êtes aux courses de voiture, vous entendez des... Voilà, donc ces bruits-là, c'est simplement l'effet Doppler.
c'est-à-dire que le son est plus aigu quand il se rapproche de vous, et plus grave quand il s'éloigne. Alors bien sûr, dans le cas des camions de pompiers, c'est la vitesse du camion divisée par la vitesse du son qui intervient. Ici, c'est la vitesse relative donc qu'a l'horloge du haut par rapport à celle du bas, le temps que ce se soit propagé, divisé par la vitesse de la lumière, dans le cas présent, donc c'est un tout petit effet, mais il existe. Et ça, c'est un effet purement classique. J'ai simplement besoin d'une vitesse de la lumière finie pour que ce soit vrai, et ça, on sait le mesurer. Et alors maintenant, vous utilisez ce principe d'équivalence qui vous dit que cette situation doit être équivalente à celle-là, et vous en déduisez immédiatement, sans faire le moindre calcul, qu'une horloge basse, dans un champ de gravitation, doit être plus lente. Ah oui, je n'ai pas expliqué pourquoi c'est plus lent. Je vous ai simplement dit que cette horloge-là voyait le temps de celle-là avec une fréquence plus basse, et par conséquent, les secondes envoyées par cette horloge vont paraître un peu trop longues par rapport à celles du haut. Vous pouvez évidemment faire le raisonnement dans l'autre sens, en imaginant que c'est l'horloge du haut qui envoie de la lumière toutes ces secondes à elle vers le bas, et là, le temps qu'elle descende, la lumière, eh bien l'horloge du bas va avoir accéléré, donc avoir une vitesse vers le haut pour recevoir, et donc il va avoir une fréquence plus grande, donc elle aura l'impression, cette horloge rouge, de voir l'horloge bleue trop rapide par rapport à elle. Et donc vous en déduisez que ça doit être la même chose dans un champ de gravitation, et alors ce qui est intéressant, c'est que vous en concluez que maintenant, en présence de gravitation, eh bien, vous ne pouvez plus synchroniser des horloges, même si elles sont immobiles l'une par rapport à l'autre. C'est la grande différence par rapport à la relativité restreinte, où il fallait que les horloges bougent l'une par rapport à l'autre pour être pas capable de les synchroniser. Maintenant, même des horloges statiques ne sont plus synchronisables. Alors ça, c'est très bien testé expérimentalement. Je veux bien que vous appuyiez sur la flèche, merci. Ça a été testé la première fois par Panderedka sur la tour de Harvard, qui ne fait que 22 mètres et quelques. Et cet effet a été mesuré avec une précision de 10%. Alors 10%, ça paraît pas très précis, mais je vous rappelle que l'effet dont je vous parle serait de l'ordre du milliardième, c'est-à-dire qu'on perdrait 1 milliardième de seconde chaque seconde, si on comparait une horloge à la surface de la Terre et une horloge à l'infini. Là, ce qu'ils ont fait, c'est comparer une horloge à la surface de la Terre et une horloge qui est 22 mètres plus haut, c'est-à-dire quasiment à la même hauteur. Donc l'effet est ridiculement petit. Ce qu'ils ont mesuré avec une précision de 10%, ça correspond en fait à un retard d'1 dixième de seconde sur 1 million d'années. Donc cette expérience est phénoménale. Ils ont utilisé également un phénomène quantique pour arriver à faire ça. Mais évidemment, cette tour était bien petite. Et donc ensuite, on a essayé de faire mieux. Et l'idée pour faire mieux, ça a été d'envoyer en orbite une horloge très précise. À l'époque, c'était une horloge à Maser. Et cette expérience de Bessot et Levin a permis d'obtenir une preuve donc, de ce retard gravitationnel des horloges à 0,02% près. Et l'année prochaine, eh bien, on va faire la même expérience, mais en mettant des horloges atomiques ultra précises dans la station orbitale internationale, et on obtiendra cet impressionnant 0,0005% de précision. Et là encore, c'est fondamental de tester ceci, parce que c'est l'un des piliers de la relativité générale, même si ce n'est pas le seul. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va continuer à faire ces tests de décalage gravitationnel. Alors maintenant, il y a un autre effet qu'on peut... Alors là, je vais avoir besoin de faire des allers-retours, ça va être pénible, voilà. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais avancer qu'une fois, voilà. Vous appuyez aussi, c'est ça, c'est pour ça. On fait tous les deux, en fait. Voilà, on fait tous les deux, c'est pour ça qu'il y avait deux avancées. Donc, un autre décalage, c'est que vous êtes d'accord que si, par exemple, vous recevez de la lumière par la fenêtre, ou même que vous l'envoyez à l'intérieur de la fusée, à cause du fait que cette fusée accélère, c'est-à-dire que sa vitesse n'est pas une constante, eh bien la trajectoire de la lumière va être courbe. Si la trajectoire avait été une droite, ça voulait dire simplement que la vitesse de la lumière de la fusée était constante. Là maintenant, si elle est accélérée, c'est-à-dire que la vitesse augmente au cours du temps, eh bien sa trajectoire va être courbe. Donc vous en déduisez par ce principe d'équivalence que le champ de gravitation, forcément, doit dévier la lumière. Et par conséquent, si vous avez le Soleil ici, une étoile là et la Terre ici, eh bien la trajectoire va être courbe et vous allez avoir l'impression que l'étoile n'est pas dans la direction où elle est habituellement quand le Soleil n'est pas là. Donc ceci est une photo qui a été prise par Eddington en 1919, je vais y revenir dans un instant, mais j'ai mis des étoiles fictives autour. Ce ne sont pas les vraies étoiles qu'a vu Eddington, simplement pour vous montrer l'effet, si j'arrive à osciller entre les deux, voilà. Les étoiles paraissent repoussées par le Soleil. Quand le Soleil est là, les étoiles paraissent plus loin. C'est vraiment un problème que je n'arrive pas à changer. Ok, ouais, bon. Oui, merci. Voilà, c'est l'oscillation que je voulais faire. Merci.
Et donc maintenant, essayons de voir ce que prédit on avance, voilà. Et donc le problème, c'est qu'en 1911, Einstein avait ce principe d'équivalence et était capable de faire un premier calcul. Et ce qu'il trouve, en fait, est la moitié de ce qui sera mesuré plus tard. Alors heureusement, ce n'était pas mesuré à l'époque. En 1911, il prédit la moitié du vrai effet. Et la raison, c'est parce que cet effet-là est vraiment réel. C'est-à-dire que si j'étais capable vraiment de mesurer la déflexion de la lumière de mon rayon laser dans cette pièce, ce serait vrai. On aurait vraiment cet effet-là. Mais il y a aussi un effet géométrique qui est dû à la courbure de l'espace, pas de l'espace-temps, de l'espace, et qui change l'effet local. Alors la notion de courbure a été développée par Grossman et Einstein entre 1911 et 1913. Ça se base sur la géométrie riemannienne développée au XIXe siècle par Karl Riemann. Et cette géométrie, permettez-moi de l'illustrer rapidement avec une sphère, par exemple. Imaginez que vous soyez une fourmi qui vit à la surface d'une sphère. Si vous tracez un triangle, eh bien la somme des angles du triangle est plus grande que 180 degrés. Là, par exemple, sur mon dessin, elle n'est pas loin de 3 fois 90 degrés, 270, donc c'est beaucoup plus que 180 degrés. Les physiciens appellent 180 degrés pi radian. Mais enfin bon, c'est 180 degrés. Et si vous tracez un cercle, au contraire, vous allez vous rendre compte que sa circonférence elle est plus petite que de Pierre. Ça se voit presque sur le dessin parce que vous voyez que le rayon, il est courbe, et donc il est trop grand par rapport au chemin direct que j'aurais pu faire en passant en ligne droite dans l'espace. Et donc si vous vivez à la surface de la sphère, vous pouvez mesurer que la circonférence du cercle divisée par 2 fois son rayon, c'est-à-dire son diamètre, eh bien elle est plus petite que pi. Et au contraire, si vous êtes dans une surface en selle, ça s'appelle une courbure négative, eh bien vous avez les effets inverses. La somme des triangles, la somme des angles du triangle est plus petite que 180 degrés, et au contraire, la circonférence elle est trop grande par rapport à 2πr. Donc voilà ce que c'est qu'une courbure. Et je vais avancer d'un cran, voilà. Il se trouve que nous sommes juste à côté de la salle pi du Palais de la Découverte, et donc ça vaut le coup de voir ce que c'est que pi. Donc tous ces nombres-là sont exacts, il y a 704 décimales, je crois, exactes qui sont écrites sur le mur, et cette constante mathématique est parfaitement bien définie, donc aucune critique de ce qui est écrit là. Par contre, imaginez maintenant une expérience de pensée qu'on est incapable de faire, on n'a pas la précision, mais imaginez qu'au lieu d'afficher pi, on fasse une mesure en direct, on trace un cercle, et on mesure sa circonférence divisée par 2 fois son rayon. Et imaginez qu'on projette sur le mur la valeur de ce qu'on obtient. Eh bien, à cause du fait qu'on est sur Terre, on obtiendrait des variations des décimales à partir de la 23e décimale. Tout ceci serait faux après, simplement parce qu'on est sur Terre et que la Terre courbe l'espace. Alors vous pourriez me dire, oui, bon d'accord, on est sur Terre, c'est un gros objet, essayons de nous mettre dans l'espace, on envoie la salle pi dans l'espace, loin de tout, et puis on observe ce qui se passe. Eh bien, simplement le fait qu'il y ait un observateur, c'est-à-dire vous, seul dans la salle, ça suffit pour changer toutes les décimales à partir de la 27e. Et évidemment, tout dépend de la distance à laquelle vous êtes de l'expérience. Imaginez que l'expérience soit au milieu de cette salle, eh bien, à cette distance, ce serait comme ça. Les décimales seraient fausses à partir de là, et puis si je me rapproche, eh bien on toucherait probablement à la 26e ou à la 25e si je suis très près. Donc la notion de circonférence sur 2 fois le rayon n'est pas une constante en géométrie courbe, et notre masse est suffisante pour modifier ces décimales, ce qui ne change rien à la valeur de la constante mathématique qu'on appelle pi. Donc voilà pour la... Merci. Bon, je veux bien la flèche, merci. Donc revenons maintenant à cette expérience de déflexion de la lumière. Et la raison pour laquelle Einstein trouve la moitié, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, il y a aussi une déformation de l'espace. Alors là, j'ai commencé par une théorie qui n'est pas la relativité générale, et en fait qui a été formulée par Nordström 2 ans avant la relativité générale. Et c'est Einstein lui-même, plus tard avec Fokker, qui s'est rendu compte qu'en fait, elle ressemblait beaucoup. Elle était mal écrite à l'époque, et donc c'est pour ça qu'elle n'avait pas trop attiré l'attention. Mais cette théorie, elle est très étonnante. Elle dit que si vous voulez décrire une boîte parfaitement parallélipédique, telle que le sol est la même taille que le plafond, eh bien, si le Soleil est dans cette direction, vous êtes obligé de le tracer la boîte de cette façon-là pour que cette longueur en bas soit la même qu'en haut. C'est-à-dire que c'est bizarre, là, évidemment, sur mon plan, je n'ai pas la géométrie courbe, on ne s'en rend pas compte, mais si vous mesuriez, vous auriez votre règle qui changerait de longueur apparente si vous la bougez vers le haut. Et là, dans cette situation-là, c'est très étonnant parce que par rapport au mur, vous voyez que la lumière est défléchie, et pourtant, globalement, la lumière se propage en ligne droite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune déviation des rayons lumineux. Et la relativité générale, c'est précisément le cas inverse, où non seulement vous avez une déflexion locale de la lumière, cet angle-là est plus petit que celui qui est à côté, et pourtant, et en même temps, il y a aussi une déformation de l'espace qui va dans le même sens, et en fait qui multiplie par 2 l'effet naïf
due au principe d'équivalence. Et donc voilà l'erreur du facteur 2 d'Einstein en 1911, mais qu'il va obtenir correctement en 1915. Mais pour cela, il a besoin d'un deuxième pierre fondamentale de la relativité générale, c'est comment est-ce que la matière courbe l'espace. Pour l'instant, on ne sait pas comment elle courbe l'espace. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il doit y avoir des effets d'équivalence entre accélération et gravitation. Donc passons au deuxième effet. Et alors là, je vous ai écrit une équation parce qu'elle est très belle, cette équation. Mais ce n'est pas les détails qui m'intéressent, les détails, je vais vous les décrire. Mais cette partie-là d'Einstein, donc il la termine fin novembre 1915. C'est vraiment, on est en train de fêter le centenaire de cette équation-là. Ça s'appelle les équations d'Einstein. Et donc, c'est l'une des plus belles équations de toute la physique. C'est la raison pour laquelle je l'ai écrite, probablement même de tous les temps en physique en tout cas. Et elle vous dit simplement que la courbure de l'espace-temps, elle est engendrée par l'énergie et l'impulsion, la quantité de mouvement, comme on dit, de la matière, multipliée par la constante de Newton. Et donc, ce sont des équations qui sont issues de principes géométriques très clairs, que je ne décris pas, mais qu'Einstein n'a pas inventé. C'est basé sur des considérations de conservation de l'énergie et autres. Et cette équation, maintenant que vous l'avez, eh bien, elle vous permet de tout prédire, puisque, étant donné le système solaire qui a le Soleil et des planètes, vous pouvez calculer quelle est la géométrie courbe que ce Soleil et ses planètes engendrent, et maintenant que vous avez la géométrie courbe, vous calculez comment ces planètes bougent dans leur propre géométrie courbe. Et évidemment, il faut recommencer un instant après, puisqu'elles ont bougé. Mais on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour prédire le mouvement du Soleil, enfin des planètes autour du Soleil dans le système solaire, en relativité générale. Et donc, il obtient non seulement le mouvement correct de la lumière, mais également celui de Mercure. Et alors, par exemple, ça c'est un calcul qu'il fait donc dans son article de 1915, il calcule l'avance du périhélie de Mercure due à la relativité générale. Et là encore, j'ai mis une formule, non pas pour que vous étonnez, mais pour montrer qu'il n'y a pas de paramètres ajustables. Ça, c'est la constante de Newton, la masse du Soleil. Ceci est très bien mesuré de façon newtonienne, simplement par les lois de Kepler, par exemple. Il y a des constantes, pi, qui est un nombre bien défini, mais qui est vraiment le pi qui est affiché sur la salle pi du Palais de la Découverte. Il y a la vitesse de la lumière au carré, et il y a ce paramètre P, qui est en gros une mesure de la distance entre Mercure et le Soleil. Ce n'est pas la distance la plus courte, ce n'est pas celle du périhélie, ce n'est pas la distance la plus longue, qui s'appelle l'aphélie, c'est précisément une espèce de moyenne des deux, c'est la partie orthogonale là. Mais enfin, c'est parfaitement mesurable. Et vous calculez ce rapport, et vous obtenez magiquement 43 secondes d'arc par siècle, c'est-à-dire précisément ce qui manquait. Alors vous imaginez quand même la réaction d'Einstein quand il a fait son calcul, ça devait être quand même une excitation assez phénoménale. Il avait construit sa théorie pour des raisons de symétrie, et il obtient précisément ce qu'il manquait expérimentalement et qu'il connaissait. Donc voilà en ce qui concerne Mercure, et en ce qui concerne la lumière, eh bien, il obtient cette fois-ci le bon facteur 2, puisqu'il y a aussi cet effet de courbure de l'espace dont il tient compte. Et par exemple, on peut calculer que pour un rayon de lumière qui frôle juste la surface du Soleil, vous auriez une déviation d'1,7 seconde d'arc, ce qui n'est pas beaucoup. Et ça a été testé pendant une éclipse de 1919, donc quelques années après, par Arthur Eddington, qui est allé donc au Brésil pour aller faire quelques photographies. Et en fait, honnêtement, ces photos, elles n'étaient pas totalement concluantes. En gros, il avait l'ordre de grandeur, c'est-à-dire que c'était valable à 50% ou même 100% près. L'une des deux plaques était presque plus compatible d'ailleurs avec la prédiction newtonienne, c'est-à-dire avec le facteur 2 faux de 1911. Mais Eddington était un bon physicien et il savait que cette plaque-là, elle était moins crédible que l'autre, et l'autre était parfaitement compatible avec le facteur 2 d'Einstein, enfin de la vraie formule. Et alors, ce qui est curieux, c'est que cette expérience n'était pas extrêmement précise. Je vais vous montrer après que ça a été raffiné. Mais par contre, c'est grâce à cette expérience que c'est en fait cette expérience qui a lancé la célébrité d'Einstein. Vraiment, il est devenu une star internationale à partir de cette expérience d'Eddington. Et alors, indépendamment de ces deux tests, Mercure et le Soleil dont je viens de vous parler, il y a évidemment d'autres effets dans le système solaire. Et là, j'en décris juste un. C'est que si vous faites des écho-radars, c'est-à-dire vous envoyez des ondes radars vers Mars, et vous regardez le temps qu'elle met pour revenir vers la Terre, eh bien vous vous rendez compte que c'est plus long quand le Soleil est entre vous et Mars. Alors c'est pas vraiment dû à la courbure, il y a aussi une courbure de la lumière de la même façon qu'ici, les ondes radars sont aussi un cas particulier de lumière, mais cette courbure elle intervient vraiment à un ordre très élevé, alors 1 sur la vitesse de la lumière puissance 4, donc vous imaginez c'est tout petit. Par contre, la raison pour laquelle c'est ralenti, eh bien en fait c'est cet effet de ralentissement gravitationnel dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle l'effet Einstein, qui est simplement que la lumière se propage à une vitesse finie, et que quand elle passe près du Soleil, elle paraît ralentie à cause du fait que les horloges sont ralenties près du Soleil. Et donc cet effet est aussi très bien mesuré expérimentalement. Et alors maintenant, passons à une très belle idée d'Eddington. Donc ça, c'est Arthur Eddington qu'on voyait assis à côté d'Einstein tout à l'heure.
il a eu une idée très intéressante, ça a été d'imaginer un plan de théorie dans lequel chacun des points n'est pas une quantité, n'est pas une trajectoire, c'est une théorie, chacun des points. Et la relativité générale est ce point-là. Il a inventé ces deux paramètres-là. Celui-là, c'est celui qui mesure à quel point l'espace, pas l'espace-temps, mais à quel point l'espace est courbé par la matière. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, la théorie, l'erreur d'Einstein aurait correspondu à un paramètre gamma qui valait 0, et quand il a fait la bonne théorie, il a un paramètre gamma qui vaut 1. Et la théorie de Nordström, qui ne prédisait aucune déflexion de la lumière, elle correspondrait à un paramètre gamma qui vaut moins 1. Okay, donc il y a plusieurs théories qui sont sur ce plan. Et le paramètre bêta, ça mesure à quel point la théorie est non linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez que Newton disait qu'on est attiré par la masse du Soleil par la masse du Soleil divisée par la distance au carré. Eh bien, en relativité générale, il y a d'autres termes. Il y a en particulier un terme qui est en masse du Soleil au carré, c'est-à-dire masse du Soleil fois la masse du Soleil, divisée par notre distance au cube, et tout ça divisé aussi par la vitesse de la lumière au carré. Et donc ce paramètre bêta mesure à quel point, enfin disons qu'il vaut 1 en relativité générale, mais ça pourrait être autre chose dans d'autres théories. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque d'Eddington, on ne connaissait pas des théories qui donnaient des autres paramètres. De nos jours, on en connaît. Et effectivement, tout ce plan peut être rempli par des théories qu'on connaît très bien et qui sont bien déterminées. Mais donc il a inventé ce plan, et en fait l'idée a même été généralisée plus tard par Nordtvedt et Will, qui ont même montré que si on considère toutes les théories possibles à l'ordre 1 sur la vitesse de la lumière au carré par rapport à Newton, eh bien en fait on peut les plonger dans un espace qui a 10 dimensions. Donc là dans cette direction je vous ai mis 8 dimensions d'un coup. Mais vous pouvez les oublier parce que expérimentalement tous ces autres paramètres qui sont 0 en relativité générale, ils sont très bien contraints expérimentalement. Certains d'entre eux seulement à l'ordre un 10 millième, d'accord, c'est pas très bon, mais certains d'entre eux à plusieurs milliardièmes de milliardièmes. Donc on peut les oublier. En gros, toutes les théories qui sont en dehors de ce plan où ils sont nuls, donc sont interdites, et donc il faut se restreindre à ce plan-là. Et alors maintenant, je vais vous montrer les différents tests, merci, qu'on peut faire dans le système solaire. Et alors, celle-là, par exemple, c'est l'ensemble des théories qui sont compatibles avec l'avance du périhélie de Mercure. Alors, comme on ne voit rien, je vais faire un petit zoom. Et là, vous voyez, toute cette zone grise, ce sont l'ensemble des théories qui sont compatibles avec ce qu'on voit avec les 43 secondes d'arc d'avance du périhélie de Mercure. Vous voyez que la relativité générale est dedans, mais il y en a plein d'autres. Donc comment est-ce qu'on fait pour distinguer? C'est-à-dire qu'on a une théorie qui marche, mais il y en a peut-être d'autres qui marchent. Alors dans ce cas-là, on utilise d'autres tests. Alors je vous ai dit que par exemple il y avait la déflexion de la lumière qui marchait, mais la déflexion de la lumière essentiellement ça nous donnerait une grosse bande grise qui est énorme dans ce plan parce que c'était très mauvais à l'époque d'Eddington. Donc utilisant une expérience un peu meilleure qui mesure en fait le même type de paramètres. Et alors ça c'est le retard des écho-radars vers Mars, ce qu'on appelle l'effet Shapiro, je vous en ai parlé tout à l'heure, et il nous contraint uniquement le paramètre gamma, il ne dépend pas de bêta, et vous voyez que maintenant il n'y a plus que ce losange gris qui est autorisé, on est déjà autour de la relativité générale. Et alors de nos jours, on utilise également la déflexion de la lumière pour contraindre la relativité générale. Mais alors pour faire ça, maintenant on n'utilise pas seulement les étoiles qui sont proches du Soleil, on utilise toute la sphère céleste en faisant des statistiques. Et donc non seulement on regarde les étoiles qui sont proches du Soleil, mais même orthogonales, ou même carrément dans l'autre sens, c'est-à-dire en pleine nuit. Et la présence du Soleil fait que toute la sphère céleste est légèrement déformée. Alors bien sûr, dans la direction opposée au Soleil, c'est presque imperceptible. Mais si on fait des statistiques sur des milliers et des milliers d'étoiles, eh bien on arrive à avoir une grande précision, et on obtient... non, là je suis allé trop vite, donc peut-être que j'ai marché, vous aussi, donc revenons d'un cran. On peut le passer au prochain. Voilà. Et donc on obtient 7 bandes grises foncées, qui sont donc les théories autorisées si on tient compte donc de la déflexion de la lumière sur toutes les étoiles observables sur la sphère céleste. Ça s'appelle de l'interférométrie à base très longue. Et en fait, maintenant on peut passer au test d'après, c'est que comme je vous l'ai dit, on sait mesurer que la Terre et la Lune tombent de la même façon vers le Soleil. Et alors en relativité générale c'est vrai, mais il se trouve que dans d'autres théories qui ont des paramètres de Eddington différents de 1, ça peut être possible, et ce sont toutes les théories qui sont dans cette bande-là. Alors maintenant, regardez, les seules théories autorisées, c'est ce petit rectangle foncé, un petit losange foncé, ou parallélogramme foncé qui est ici, et donc la relativité générale est essentiellement privilégiée. Et alors on va terminer par le dernier test, qui consiste à prendre ce même effet Shapiro, c'est-à-dire celui des écho-radars vers Mars, mais on l'a fait avec la sonde Cassini qui allait visiter Saturne, et à un moment, il se trouve que le Soleil était entre nous et cette sonde, et comme cette sonde avait des signaux très précis qu'on avait prévus depuis longtemps qu'elle nous enverrait, on a été capable de mesurer cet effet Shapiro de façon extrêmement précise, et de nos jours, c'est tellement précis, ceci, que même sur cet agrandissement, eh bien, c'est une ligne. Et donc les théories autorisées ne sont pas ce petit parallélogramme
gris, mais l'intersection de ce parallélogramme avec cette ligne bleue. Donc essentiellement, la conclusion, c'est que non seulement nous avons testé dans le système solaire la relativité générale à 0,002% près, donc c'est extrêmement précis, mais il y a encore mieux que ça. Grâce à Eddington, nous avons démontré que la relativité générale, c'est essentiellement la seule théorie qui est compatible avec les observations en champ faible. En champ faible, c'est-à-dire dans le système solaire. Alors justement, pourquoi est-ce que je dis champ faible? Eh bien, c'est que certes, on est dans une région qui est toute petite autour de la relativité générale, mais on est en train de tester seulement les effets qui sont à l'ordre 1 sur la vitesse de la lumière au carré. Imaginez qu'à l'ordre d'après, 1 sur la vitesse de la lumière puissance 4, qui est l'ordre d'après, ça va en puissance paire, c'est comme ça. Imaginez qu'à l'ordre d'après, ce soit complètement différent. On aurait une théorie qui est parfaitement compatible avec le système solaire et qui pourtant est différente. Et en fait, on est même capable, de nos jours, de démontrer qu'il y a certaines théories qui sont strictement indistinguables de la relativité générale, c'est-à-dire qui correspondent précisément au même point sur ce plan. Et donc, même si on avait une précision infinie dans le système solaire, on serait incapable de la distinguer de la relativité générale. Mais pourtant, ce n'est pas la même théorie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les distinguer? Eh bien, dans ce cas-là, on utilise des champs forts. Alors, les tests gravitationnels en champ fort, ça utilise des étoiles à neutrons, qu'on appelle aussi des pulsars quand on les voit pulser, c'est-à-dire nous envoyer du signal, un signal de façon régulière. Et alors cette photo-là, c'est une photo connue qui est la nébuleuse du Crabe. C'est le reste d'une étoile qui a explosé en 1054 et qui a été visible, les Chinois nous ont laissé des traces, qui a été visible pendant plusieurs années, enfin, pendant 2 ans. On a vu cette étoile explosante. Et elle était tellement brillante que même pendant la journée, on l'a vue à une certaine époque. Donc ça, c'était un phénomène intéressant, mais ce qui nous intéresse pour nous, c'est qu'au milieu, à l'endroit où elle était, il reste le cœur de l'étoile, qui est un objet tellement condensé que ça me fait plaisir de vous le décrire. Donc prenez 1,5 fois la masse du Soleil à peu près, et maintenant vous la compressez. Compressez beaucoup parce qu'en fait, elle a subi une grosse explosion, puis en plus, elle n'a plus assez de matériel nucléaire pour contrebalancer la gravitation. Et donc vous la compressez. Donc déjà, vous partez d'un peu plus grand que le Soleil, mais vous la compressez, donc pour avoir la taille... Allez, on essaye Jupiter, non, c'est encore trop gros. Jupiter, c'est trop gros. Donc on va la compresser à la taille de la Terre, non, c'est encore trop gros. Compresser à la taille de la France, non, même pas. On va la compresser à la taille de Paris. Donc, vous prenez 1,5 fois la masse du Soleil, et vous mettez ça dans une boule qui a la taille de Paris, à peu près 10 km de rayon, 14 km dans certaines variantes. Et donc, c'est extrêmement dense. En fait, la densité de cette étoile est à peu près comparable à la densité de nos noyaux atomiques, mais sans les électrons, hein, uniquement le noyau. C'est extrêmement dense. Et à cette densité, il se trouve que les électrons ont tendance à se combiner avec les protons pour donner des neutrons, et c'est la raison pour laquelle on les appelle l'étoile à neutrons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des neutrons, il y a aussi des protons et des neutrons, mais il y a beaucoup, beaucoup de neutrons, c'est pour ça qu'on les appelle étoiles à neutrons. Et alors, ces étoiles à neutrons sont très intéressantes. Déjà, parce que certaines d'entre elles sont très magnétisées, et donc elles émettent de la lumière, enfin des différentes longueurs d'onde, en particulier des ondes X et des ondes radio qu'on observe bien, dans la direction de leur pôle. Et si leurs pôles magnétiques ne sont pas alignés avec le pôle de rotation, ce qui est la même chose sur Terre, hein, vous savez que sur Terre, le pôle magnétique n'est pas exactement aligné avec le pôle correspondant à la rotation, ben dans leur cas, c'est parfois très désaligné, et bien nous les voyons comme des phares. Et donc, c'est une sorte de phare. Et si on a la chance dans la direction du phare, eh bien, on voit des pulsations nous arrivant de façon très régulière. Et ces pulsations, elles sont très rapides, parce que non seulement je vous ai décrit donc 1,5 fois la masse du Soleil dans la taille de Paris, mais certaines de ces étoiles tournent typiquement 30 fois par seconde sur elles-mêmes. Donc ça veut dire que vous prenez le périphérique et vous faites 30 fois le tour du périphérique par seconde. C'est ça la physique qu'on est en train de décrire. Et l'intérêt de ces étoiles, c'est qu'elles sont très, très compactes. C'est-à-dire que les déviations par rapport à l'espace plat sont grandes. Dans le système solaire, les plus grandes déviations par rapport à l'espace plat, qui est le rapport masse sur rayon, avec, vous voyez, la constante de Newton et la vitesse de la lumière qui intervient toujours, pour que ce soit une quantité sans dimension, eh bien, la plus grande déviation par rapport à l'espace plat, c'est de l'ordre du millionième à la surface du Soleil. Si vous êtes à la surface de la Terre, c'est plutôt de l'ordre du milliardième. Donc c'est des nombres ridiculement petits, et c'est la raison pour laquelle on a du mal à tester dans le système solaire les prédictions de la relativité générale. Par contre, avec une étoile à neutrons, c'est un nombre d'ordre 1, ça vaut 0,2, et ça c'est un grand nombre par rapport aux autres, parce que la limite, c'est précisément 1,5 pour un trou noir, mais il y a un avantage des étoiles à neutrons par rapport au trou noir, c'est qu'elles nous émettent de la lumière. Alors que le trou noir, lui, il n'émet rien. Alors parfois, bien sûr, la matière qui tombe dans le trou noir émet quelque chose, mais c'est des objets sales, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop observer proprement, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors dans le cas des étoiles à neutrons, eh bien si on est précisément dans la direction
de l'émission de leur cône d'onde radio. Donc là, vous voyez, dans le cas de mon dessin, j'ai carrément mis le pôle magnétique orthogonal au pôle de rotation, mais ça arrive, il y a certaines étoiles qui sont comme ça, elles ont le pôle magnétique carrément orthogonal. Et donc, on reçoit, comme un phare, des pulsations très régulières. Et dans le cas où un pulsar est isolé, alors un pulsar c'est une étoile à neutrons, on l'appelle pulsar dès qu'on voit quelque chose, sinon on l'appelle étoile à neutrons. Quand il est isolé, il se trouve que c'est une étoile, je teste simplement le temps, c'est bon. Il se trouve que c'est une étoile, c'est une horloge extrêmement stable, c'est-à-dire qu'elle nous envoie des pulsations extrêmement régulières. À une époque, il y avait certains des pulsars, des plus vieux, je parle des plus vieux parce que quand ils sont jeunes, il peut y avoir des tremblements de pulsars, l'analogue des tremblements de terre, et les tremblements de pulsars fait que ça nous perturbe un petit peu l'horloge et puis on perd la cohérence. Et donc il faut prendre des pulsars vieux qui ont plus de tremblements de pulsars. Et dans ce cas-là, ils sont extrêmement stables, et en particulier, il y avait certains des pulsars, il y a quelques années, qui rivalisaient même avec la moyenne de nos meilleures horloges atomiques terrestres. Donc vous voyez, c'est une horloge naturelle, offerte par la nature. Alors on fait tellement de progrès que maintenant les horloges atomiques sont encore meilleures que ça, mais il n'empêche qu'on a des horloges offertes par la nature. Et ces horloges, si vous avez un pulsar binaire, c'est-à-dire un pulsar qui tourne autour d'une autre étoile, qui peut être elle-même aussi une étoile à neutrons, mais la probabilité pour qu'on voit les deux est très faible, donc en général on n'en voit qu'un seul des deux, eh bien vous avez une horloge en mouvement, et c'est vraiment le système idéal pour tester la relativité générale, parce que, à cause de l'effet Doppler, eh bien ce pulsar, de temps en temps il se rapproche de vous, et de temps en temps il s'éloigne de vous, et donc cet effet Doppler va faire que la période des pulsations va changer. Quand le pulsar se rapproche de vous, les pulsations vont être plus rapides, plus rapprochées, et quand le pulsar s'éloigne, les pulsations vont être plus éloignées les unes des autres. Et donc, par exemple, en mesurant le temps entre deux extrémums, par exemple entre deux minima du temps de pulsation, eh bien, vous avez une mesure de la période orbitale, puisque vous voyez très bien que c'est à cause de ce mouvement-là qu'on a ces modifications. Et alors, en analysant encore plus précisément les temps d'arrivée de ces pulsations, par exemple, si le maximum n'est pas exactement au milieu des minima, etc., vous avez une information extrêmement précise sur l'orbite, sur son excentricité, sur à quel moment les deux étoiles passent les plus proches les unes des autres. Et donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des tests très précis de la relativité générale. Vous avez essentiellement une vision stroboscopique de votre pulsar qui est en train de tourner autour de son compagnon, puisque vous avez 30 informations par seconde. Et alors là, maintenant, je suis en train de vous montrer le pulsar le plus vieux, le pulsar binaire le plus vieux qu'on connaît, qui a été découvert par Hulse et Taylor en 1974, je crois, et ça leur a valu le prix Nobel en 1993. Et alors je commence par vous décrire un peu le pulsar, parce que c'est quand même intéressant de voir à quel point ces objets sont originaux. La période orbitale est à peu près de 8 heures. Il faut que vous compariez ça à 365 jours pour la Terre autour du Soleil, ou alors à 1 mois pour la Lune autour de la Terre. C'est plutôt comparable à la Lune, parce que la taille de l'orbite du pulsar est à peu près la taille de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Mais au lieu de tourner en 1 mois, elle tourne en 8 heures. Donc c'est très rapide. Et ça, c'est l'avance du périastre. Alors on dit périastre au lieu de périhélie. Hélie, c'est le Soleil, Hélios. Donc on parle de périhélie et de aphélie dans le cas de Mercure tournant autour du Soleil, et on parle de périastre et de apoastre pour une autre étoile, mais c'est le même mot. Et donc ça, c'est l'analogue des 43 secondes d'arc par siècle de Mercure. Dans le cas présent, c'est 4 degrés par an. Ça signifie qu'en un jour, vous avez autant que Mercure en un siècle. Donc ça va très vite, c'est extrêmement relativiste. Et ce pulsar et ce compagnon nous donnent donc des tests de la relativité générale. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que nous ne connaissons pas les masses du pulsar et du compagnon. Et évidemment, toutes les prédictions de la relativité générale dépendent de ces deux paramètres. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on regarde les différentes prédictions. Alors par exemple, cette avance du périastre, on sait la calculer en fonction des masses inconnues. Et alors là, j'ai tracé un plan qui n'est plus un plan de théorie. Oubliez, ce n'est pas de théorie. Ce sont les masses du pulsar horizontalement et du compagnon vertical que je ne connais pas. Et je suis en train de tracer les valeurs des masses qui sont compatibles avec cette mesure expérimentale. Et alors par exemple, si le compagnon a 2,5 fois la masse du Soleil et le pulsar 0,4 fois la masse du Soleil, eh bien ça marche. Mais ça marche sur toute cette ligne. Et maintenant, il y a d'autres effets. Alors par exemple, cet effet gamma, c'est simplement le ralentissement des horloges dues au compagnon. C'est simplement parce que l'orbite est elliptique, vous voyez, et donc le pulsar n'est pas toujours à la même distance du compagnon. Quand le pulsar passe à ce point-là, le compagnon est très près de lui, et par conséquent le pulsar est plus près de ce compagnon, et son horloge est ralentie. Comme vous savez, quand on est dans un champ de gravitation, on est ralenti. Et donc quand le pulsar passe près du compagnon, il est ralenti, et quand il est plus loin, il va un peu plus vite, et cet effet est mesuré, et la valeur qu'on observe en millisecondes est compatible uniquement avec les masses qui sont le long de cette ligne verte. Et alors maintenant, comme vous voyez, il y a une intersection, et par conséquent, on sait que les masses du pulsar et du compagnon, il faut
qu'elles vaillent exactement ces deux valeurs-là, que je peux même vous afficher. Leurs valeurs n'ont strictement aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer la précision qu'on arrive à obtenir. Les masses sont forcément égales à ça pour que ce soit compatible avec ces deux observables. Et alors maintenant, c'est bien, on a une information très précise sur ce système, mais ce n'est pas un test. Alors pour faire un test, il nous faut au moins une troisième observable, et il se trouve qu'on l'a, parce qu'on a la variation de la période orbitale au cours du temps, et ça, elle se produit tout simplement parce que le pulsar et le compagnon, tournant l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles, et donc ils perdent de l'énergie. Et quand on perd de l'énergie en gravitation, eh bien on se rapproche et on accélère. C'est un peu paradoxal, mais perdre de l'énergie fait accélérer quand on a de la gravitation. Techniquement, c'est parce qu'on perd 2 fois plus d'énergie potentielle qu'on gagne d'énergie cinétique. Mais techniquement, vous pouvez simplement vous souvenir que quand les satellites commencent à tomber, ben, ils accélèrent, parce qu'ils tombent, quoi. Et bien là, c'est la même chose. Le pulsar et le compagnon perdent de l'énergie, et donc leur période orbitale diminue. Ça va de plus en plus vite. Et là encore, c'est prédictible par la relativité générale en fonction du masse du pulsar et du compagnon qu'on ne connaît pas. Donc on trace la courbe qui correspond aux prédictions compatibles avec la valeur observée, qui n'est pas à cette heure, ça c'est la barrière de la période orbitale, la déviation par contre je vais vous l'afficher. Et comme vous voyez, magiquement, il y a un point d'intersection, et donc là on est en train de tester vraiment la relativité générale. Ce que je vous montre maintenant, c'est vraiment la valeur observée. Alors cette valeur observée, elle est ridiculement petite, je l'ai écrite volontairement avec beaucoup de zéros. Ça correspond à 1/10 de seconde perdue tous les 1000 ans. Donc c'est un effet ridiculement petit. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, on a 30 informations par seconde venant par le pulsar, et c'est la raison pour laquelle on arrive à être si précis. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la valeur obtenue des masses en faisant l'intersection des courbes bleues et vertes, c'est-à-dire ces deux premiers effets. J'ai mis ces masses dans la prédiction de la relativité générale, et j'obtiens une valeur qui est comme par hasard compatible avec ce qui est observé. Aux erreurs expérimentales près, qui sont un petit peu plus grosses en fait que ce dernier chiffre, en fait, c'est testé à un peu mieux que 1% près, disons quelques pour 1000 près. Et alors ce cas, c'est bien, on vient de tester que la relativité générale fonctionne, mais il y a encore mieux que ça, c'est que maintenant vous pouvez faire la même chose avec d'autres théories, alors je ne les ai pas tracées, mais si vous prenez d'autres théories, eh bien, ces courbes-là sont déformées. Et parfois, il se peut très bien qu'elles s'intersectent, mais parfois pas forcément au même point. Par exemple, vous pouvez très bien avoir la courbe verte qui est plus basse, la courbe bleue qui est à peu près pareille, et la courbe rouge qui va passer exactement à l'intersection des trois. Donc il se peut très bien qu'il y ait une théorie qui soit parfaitement compatible avec ces observables, et qui pourtant ne prédise pas du tout les mêmes masses du pulsar et du compagnon. Donc ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'il faut calculer les trois effets dans la même théorie, et non pas du tout utiliser les masses obtenues dans la relativité générale pour tester si la valeur de la variation de leur période orbitale est compatible. Mais par contre, il y a plein de théories pour lesquelles les trois courbes ne passent pas par le même point, c'est-à-dire qu'elles forment un triangle essentiellement, et donc il n'y a pas une paire de masses qui est compatible avec les trois, et ça nous tue énormément de théories. Tue, ça veut dire que ça les exclut, elles ne sont pas permises. Et parmi ces théories, il y a des théories qui sont strictement indistinguables de la relativité générale dans le système solaire, et donc les pulsars binaires apportent une information complémentaire au système solaire. Alors en plus de ces trois tests, je vous montre un troisième test géométrique, qui n'est pas vraiment un test, c'est qu'il y a un angle là-dedans dont le sinus n'a pas le droit d'être plus grand que 1. Alors si on trace la contrainte qu'un sinus n'a pas le droit d'être plus grand que 1, dans le cas de ce système, ça nous dit que le point d'intersection n'avait pas le droit d'être dans cette zone grise. Et comme vous le voyez, c'est le cas, il n'est pas dans la zone grise, donc c'est pas vraiment un test précis, mais tout est compatible, c'est remarquablement joli. Alors maintenant, passons, on a découvert d'autres pulsars binaires, de nos jours on en connaît, disons, des milliers de pulsars, des centaines de pulsars binaires, une dizaine qui sont intéressants, et essentiellement il y en a 5 ou 6 qui sont extrêmement intéressants, et je vais vous montrer le meilleur, le plus précis de tous. Je devrais passer la page après, voilà. Et alors celui-là, c'est un pulsar double, en ce sens qu'on a eu la chance, pendant quelques années, de voir aussi le compagnon sous forme de pulsar. C'est-à-dire qu'on avait la chance d'être à la fois dans la direction des deux. Et donc on a pu faire des tests encore plus précis. Alors lui, il est encore plus relativiste, c'est phénoménal. Regardez, sa période orbitale, c'est 2h30. Ça signifie que quand vous faites une observation de ce système, vous voyez plusieurs orbites d'un coup. Et l'avance de son périastre, cette fois-ci, c'est 17 degrés par an. C'est vraiment une quantité spectaculaire. En fait, en quelques jours, ils ont été capables de mesurer cette avance du périastre qui avait nécessité des siècles d'observation pour Mercure. Alors là encore, vous faites l'intersection de ces deux prédictions en fonction des masses inconnues, et vous obtenez une détermination extrêmement précise des masses. Les observations sont tellement précises pour ce système dont le spécialiste, je dois le dire, est Michael Kramer, qui est un radioastronome à Bonn en Allemagne.
Et donc, si vous calculez l'intersection, ben vous obtenez des masses avec une précision que même dans le système solaire on a du mal à obtenir. Maintenant, prenons une troisième observable, c'est la variation de la période orbitale. Et alors là, la ligne que je vous trace est en fait une bande extrêmement faible. C'est-à-dire que je tiens compte vraiment des erreurs expérimentales, mais elles sont tellement précises qu'on ne voit même pas que c'est épais. Donc c'est vraiment une ligne, et ça passe vraiment au même point. Et alors là encore, je peux vous faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire vous afficher la valeur prédite et la valeur observée. Et là, regardez, c'est quand même assez impressionnant. On a une précision de 0,01% sur une quantité d'ordre 10 puissance moins 12. Et là, il y a 11 zéros là, avant le 1, donc c'est vraiment des effets ridiculement petits. Ok. Mais donc, on a une mesure très précise de cet effet. Et alors, ce qui est bien dans ce cas de ce pulsar, c'est que non seulement on mesure ces trois quantités, comme je vous l'ai dit, la variation de la période orbitale, l'avance du périastre et cet effet de rougissement, enfin de ralentissement des horloges qui s'appelle l'effet Einstein, mais on a également l'analogue de ce retard des échos radars vers Mars, qui s'appelle l'effet Shapiro. Et alors lui, il donne accès à deux nouveaux paramètres. Deux, parce qu'il y a l'amplitude et également la dépendance temporelle au cours de l'orbite. Et cet effet-là, donc, nous donne deux nouvelles courbes. Et ces deux nouvelles courbes, j'en voudrais que remonter d'un cran, s'il vous plaît. Voilà. Donc je viens de rajouter seulement deux courbes, qui sont cette courbe violette et cette courbe noire. Et comme vous voyez, encore, elles passent précisément par le même point. Celle-là est un peu épaisse. C'est pour ça qu'il y a deux courbes. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est toute la bande à l'intérieur. Donc là, on a maintenant 5 observables, moins 2 masses inconnues. Donc on a déjà 3 tests de la relativité générale. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a mesuré pendant un certain temps on a vu à la fois le pulsar et son compagnon sous forme de pulsar, et quand on les observe, on est capable de mesurer la taille de leur orbite. Et le rapport de leur taille, de ces orbites, c'est aussi le rapport de leur masse, enfin l'inverse de leur rapport de leur masse. Donc on a aussi une mesure indépendante du rapport des masses, et au stupeur, ça passe encore par le même point. On a maintenant 4 tests. Et pour terminer, il y a un test moins précis, mais qui est très intéressant. C'est un test, alors là ce ne sont pas deux lignes, c'est toute la bande qu'il faut considérer, donc vous voyez il est beaucoup moins précis, mais là encore le point d'intersection est dedans. Ça c'est un analogue du magnétisme dans le cas de la gravitation, ça s'appelle du gravitomagnétisme, c'est un couplage entre le moment cinétique du pulsar et de son orbite, et c'est encore compatible. Et pour terminer, je vous montre aussi la contrainte géométrique, alors vous la voyez à peine, l'intersection n'a pas le droit d'être dans cette grosse zone grise, et cette grosse zone grise en fait elle interdit seulement ce petit triangle blanc, et elle est juste à la limite, mais elle n'est pas dans la zone grise. Et la raison pour laquelle elle est à la limite, c'est parce qu'en fait, on voit ce système précisément par la tranche. On a la chance, vraiment, pour ce système, d'avoir toutes les conditions réunies. Et donc là, on a non seulement 5 tests de la relativité générale, mais ils sont indépendants. C'est-à-dire que certains des tests, vous pouvez oublier, par exemple, les ondes gravitationnelles qui sont liées à la variation de la période orbitale, et vous avez certains des tests qui testent simplement les prédictions de la relativité générale à différents ordres. Et indépendamment, vous avez un des tests qui tient compte de ces ondes gravitationnelles, donc vous testez les ondes gravitationnelles indépendamment. Donc ça, ce sont les tests dus à l'observation des pulsars binaires, mais comme je vous le disais, eh bien, elles émettent des ondes gravitationnelles, donc on peut aussi tester la relativité générale en essayant de les observer, ces ondes. Et alors là, si on regarde deux étoiles qui ne sont pas très loin de collisionner, de coalescer, comme on dit, eh bien elles tournent autour d'elles-mêmes, l'une autour de l'autre, avec une vitesse extrêmement grande. C'est typiquement plusieurs centaines ou milliers de fois par seconde, ça tourne extrêmement vite. Et le signal donc gravitationnel qu'elles nous envoient, ça a à peu près cette forme au cours du temps. Les Anglais appellent ça chirp, ça veut dire un gazouillis, parce qu'effectivement, si vous envoyez cette forme d'onde sur un haut-parleur, vous entendez un... et ça va de plus en plus fort et de plus en plus aigu. Et ce sera vraiment à peu près les fréquences que je viens de siffler. Et on a fabriqué des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui sont de grands interféromètres qui ont 2 bras de même longueur essentiellement, et dans lesquels on fait des allers-retours de la lumière. Et il se trouve que les ondes gravitationnelles, si elles arrivent orthogonales à ces détecteurs, eh bien elles déforment les bras alternativement en allongeant l'un des bras et en raccourcissant l'autre, puis en raccourcissant le premier bras et en allongeant l'autre. Et donc on va voir des effets sur ces détecteurs. Celui-là est aux États-Unis, LIGO, Laser Interferometer for Gravitational Observation, et il est dans sa phase avancée, c'est-à-dire qu'en principe, il devrait être capable d'observer les ondes gravitationnelles imminemment. Ça fait quelques semaines qu'il est dans sa phase avancée, celui-ci est pas loin de l'être, et ça c'est un projet de faire la même chose dans l'espace avec 3 satellites qui s'enverront des faisceaux laser réciproquement, et là ça nous permettra d'avoir des longueurs de bras encore plus grandes, et donc de mesurer d'autres types d'ondes gravitationnelles. Ce qui est intéressant pour tester la relativité générale, c'est que cette forme d'onde, elle dépend de centaines de coefficients prédits par la relativité générale, donc la détection d'ondes gravitationnelles va nous permettre de tester encore d'autres effets prédits par la relativité générale. Et pour terminer,
Je mentionne rapidement la cosmologie. Alors la cosmologie, ça c'est une photo qui a été prise par le satellite Planck européen. C'est les fluctuations de la température de la lumière la plus ancienne que nous recevons de l'univers. Plus ancien que ça, l'univers était opaque, donc on ne recevait pas la lumière. Et ça, c'est des fluctuations, vous pouvez le considérer comme une photo de l'univers quand il était tout jeune, qu'il avait seulement 380 000 ans. C'est tout jeune, parce qu'aujourd'hui, il a quand même 14 milliards d'années, il est beaucoup plus âgé. Et ces observations cosmologiques, ainsi que d'autres, les grandes structures et autres, elles nous permettent de voir comment l'univers évolue au cours du temps. Le problème, c'est qu'il est très difficile de savoir si c'est la gravitation qu'on teste ou si c'est le contenu en matière. Et donc, on ne peut pas considérer que ce sont des tests de la relativité générale, mais par contre, ça nous donne une information sur la façon dont l'univers évolue. Donc, on peut considérer que ce sont des informations moins propres que les pulsars binaires ou le système solaire, mais plus riches parce qu'elles dépendent du temps, parce qu'on peut mesurer à différentes distances. Et les conclusions de ces observations cosmologiques, Jean-Pierre Luminet vous en a parlé la semaine dernière si vous étiez présent, c'est curieusement qu'il n'y a que 5% de la matière dans l'univers qui est faite de baryons, c'est-à-dire de protons, neutrons, comme nous. Tout le reste est fait de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y en a 26% qu'on appelle matière noire, qui sont de la matière qui a très peu de pression, comme notre matière, nous, même dans les étoiles, la pression est très faible par rapport à la densité. Donc, en gros, un fluide qui n'a pas de pression, mais qui n'interagit avec rien. C'est-à-dire que la seule façon de le voir, c'est son champ gravitationnel. Et l'autre, ça s'appelle l'énergie noire ou l'énergie sombre, vous en parlerez, il y aura une discussion à ce sujet dans 15 jours avec une table ronde. Eh bien, cette énergie sombre, c'est un fluide très bizarre parce qu'il a une énergie, mais il a une pression qui est négative et opposée à son énergie. Et ça, c'est ce que nous donnent les observations cosmologiques. Et alors là, on peut se poser la question, est-ce que la gravitation doit être modifiée ou est-ce que c'est un champ de matière ? Par exemple, l'énergie sombre, elle pose un problème parce que d'un point de vue quantique, on se serait attendu à ce que la valeur de cette constante cosmologique que représente l'énergie sombre soit typiquement de l'ordre de 1 dans ces unités où j'ai utilisé, vous voyez, la constante, la vitesse de la lumière, la constante de Newton et la constante de Planck. C'est les unités naturelles qu'on utilise quand on fait de la gravitation quantique. On s'attendrait à 1 et en fait c'est 3 10 puissance moins 122. C'est-à-dire que vous écrivez 0, virgule, vous écrivez 121 0 et un 3. Et ça, c'est la valeur observée. Et ce nombre est tellement petit que ça pose vraiment de gros problèmes aux théoriciens pour comprendre comment ça a été fabriqué. On a des idées, et on pense qu'en fait, au lieu d'une constante, c'est plutôt quelque chose qui varie au cours du temps, que les physiciens ont appelé quintessence. Évidemment, ce mot-là ne suffit pas pour expliquer le problème, mais on commence à avoir des idées. Et en ce qui concerne la matière noire, eh bien, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment de la matière noire, ou est-ce que ce ne serait pas, par exemple, une modification de la loi de Newton, ou la loi de la gravitation, de la relativité générale, à grande distance. Souvenez-vous de Vulcain, c'est-à-dire qu'à une époque, on voyait que Mercure avançait avec 43 secondes d'arc par siècle, et on ne savait pas l'expliquer, et donc Le Verrier a imaginé Vulcain, qui était de la matière noire, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voyait pas et qui expliquait ce qu'on voit. Ben, il se peut très bien que ce qu'on voit maintenant comme matière noire, ce ne soit pas du tout de la matière, mais simplement une modification de la loi de Newton à grande distance. Et il y a des recherches dans cette direction. Honnêtement, moi, si j'avais à voter ou à parier, je parierais plutôt sur la matière noire parce qu'on a énormément de candidats qui sont parfaitement naturels, mais c'est intéressant de tester aussi les théories alternatives. Et donc, je termine avec un transparent de conclusion, qui est que nous avons testé, donc là il est beaucoup plus âgé, il est heureux de la fin du séminaire, nous avons testé les deux pierres fondamentales de la relativité générale qui sont d'abord comment la matière bouge dans un espace courbe donné, ça s'appelle le principe d'équivalence, donc on a vu les tests de l'universalité de la chute libre et du décalage, enfin du retard temporel dû à la gravitation, et on a vu cette partie beaucoup plus complexe qui est la dynamique de la gravitation, c'est-à-dire comment les masses courbent l'espace et comment les ondes gravitationnelles se propagent. Et donc on a vu que ça nous donnait les mouvements des planètes, la propagation de la lumière, on a vu les effets de champ fort pour les pulsars, qui sont qualitativement différents que dans le système solaire, parce que on teste des théories qu'on ne peut pas distinguer dans le système solaire. On a vu que les pulsars binaires confirment l'existence des ondes gravitationnelles, c'est parfaitement compatible, et en les détectant directement sur Terre, on va non seulement tester d'autres prédictions qui sont dans ces centaines de coefficients, mais également ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre pour observer ces systèmes très relativistes. Pour terminer, je vous ai parlé des observations cosmologiques qui ne sont pas vraiment des tests de la gravitation précis, mais qui dépendent du temps de l'univers, c'est-à-dire qu'on peut observer à différentes distances, donc à différents temps dans le passé. Et maintenant, la dernière question que je pourrais formuler, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à la tester? Eh bien, d'abord, c'est parce que certaines prédictions n'ont pas encore été vérifiées. Par exemple, il y a certaines propriétés des trous noirs qui doivent avoir leurs différents multipôles, ça s'appelle, c'est-à-dire leurs différentes dépendances en puissance de 1 sur leur distance, qui doivent être reliées les unes aux autres, et ça n'a pas encore été testé, parce qu'on a des candidats trous noirs, mais on n'a pas des observations assez précises.
Il y a, comme on l'a vu, des phénomènes expérimentaux un peu bizarres, comme l'énergie sombre et la matière noire qui dominent complètement notre univers. Alors c'est pas plus mal philosophiquement. En gros, l'univers est en train de nous dire vous êtes très très particulier. Vous faites partie des 5% de choses qui sont des baryons. Tout le reste c'est différent. Donc voilà, nous sommes des cas particuliers. Et puis pour terminer, en fait, si vous regardez toutes les théories actuelles qui sont construites, qui essayent par exemple d'unifier les interactions ou de quantifier la gravitation, eh bien elles prédisent génériquement ça veut dire en général, des déviations de la relativité générale, mais à des ordres qui sont extrêmement faibles. Et donc c'est la raison pour laquelle on essaye de pousser les expériences encore plus loin pour essayer de voir si ces théories sont compatibles ou non avec l'expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je suppose que vous avez quelques questions. On a le temps pour quelques questions. N'hésitez pas à lever le bras. Moi, juste pour être sûr que j'ai bien compris, les ondes gravitationnelles, on n'en a pas encore trouvé. Non, pour l'instant, pardon. Je vais prendre le micro pour répondre. Non, pour l'instant, on a la preuve qu'elles existent à cause de leur effet sur le pulsar binaire, puisqu'il émet des ondes gravitationnelles dont il perd de l'énergie. Donc on sait qu'elles existent. Et la valeur, comme vous l'avez vu, est extrêmement précise. Donc on n'a pas de doute qu'elles existent. En revanche, elles n'ont pas encore été détectées directement sur Terre. On n'a pas leur effet sur la matière sur Terre. On a l'effet... on a une chance avec Virgo, parce que j'ai cru comprendre que même les camions qui passaient pas trop loin, c'était des ondes gravitationnelles. Alors oui, effectivement, même les lapins qui sont à côté de l'expérience Virgo posent un problème, mais c'est un problème qu'on sait résoudre, en ce sens qu'ils n'ont pas la même signature temporelle que l'onde, c'est-à-dire que la façon dont les lapins sautent n'est pas compatible avec les prédictions de la relativité générale qui font ce... je vous ai décrit tout à l'heure. Et donc il suffit d'utiliser un filtre adapté, c'est-à-dire de mettre le bruit qu'on reçoit dans ces détecteurs à travers le filtre que prédit la relativité générale, et si ça correspond à ce qu'on prédit, hop, on a un signal qui sort, et donc on élimine le lapin, on ne voit que l'onde gravitationnelle. Donc ce sera a priori faisable. Merci pour cette conférence. Juste une petite question, vous parliez donc que la relativité générale était extrêmement testée et validée. Quelles sont les autres théories qui sont encore valides avec toutes ces mesures qui ont été faites là? Alors, il y en a, et effectivement, en fait, maintenant, quand on construit des théories, parce qu'on en construit pour différentes raisons, expliquer la matière noire ou autre, ou les gravitations quantiques, on tient compte des expériences. Donc, par définition, les gens connaissent ces tests. Alors, parfois, ils ne les connaissent pas, ils découvrent après qu'ils auraient mieux fait de les savoir. Mais essentiellement, de nos jours, on tient compte de ça, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fabrique une théorie, on se dit il faut au moins que ça fasse ça, et donc on élimine d'office celle qui ne marche pas. En fait, les physiciens théoriciens travaillent de deux façons. Il y a les tests mathématiques et les tests physiques qui sont généralement traités l'un après l'autre, mais pas dans le même ordre. Certains théoriciens commencent à tester si la théorie est cohérente d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire si elle prédit bien le futur, et une fois que ça marche, ils testent l'expérience. Et on a d'autres qui commencent par l'expérience, et une fois que ça marche, ils disent on va vérifier si les maths marchent. Mais donc il y a beaucoup de théories qui aujourd'hui sont encore compatibles, mais essentiellement, vous pouvez les considérer comme des variantes de la relativité générale. C'est-à-dire qu'elles contiennent la relativité générale plus autre chose. Mais de toute façon, il y a au moins la relativité générale dedans. Celle-là, on ne la perdra pas. Ici, il y a une question. Je vous en prie. Merci. Vous pouvez dire un mot sur le principe de Mach en relativité générale, s'il vous plaît? Alors, le principe de Mach en relativité générale, le principe de Mach, déjà, permettez-moi de résumer ce que c'est. Mach disait que la notion de référentiel inertiel, c'est-à-dire ceux dans lesquels la relativité restreinte est bien valable, ou la relativité de Galilée, doivent être liés à la distribution de masse de l'univers. C'est-à-dire qu'il disait que, comme par hasard, quand vous avez un seau d'eau, il est plat s'il ne tourne pas par rapport aux étoiles fixe qu'on voit dans l'univers. Si vous commencez à tourner le seau, vous allez voir que la surface s'incurve, et là vous voyez que le seau il tourne par rapport aux étoiles. Donc Mach pensait que c'était la matière de l'univers qui fixait quel était le référentiel inertiel. Alors Einstein s'est inspiré de ce principe pour construire la relativité, mais on sait démontrer aujourd'hui que la relativité générale ne le satisfait pas. C'est-à-dire qu'on est capable de trouver des solutions dans lesquelles, par exemple, vous imaginez une coquille de matière qui tourne, et à l'intérieur, vous êtes capable de démontrer que le référentiel inertiel, il tourne un peu, mais pas à la vitesse de la coquille, beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que le principe de Mach est valable dans l'esprit, mais au lieu d'un facteur 1, il y a un facteur 1 sur la vitesse de la lumière au carré qui vous fait que cet effet est très petit. Donc ça ressemble, mais ce n'est pas exactement le principe de Mach.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de la gravitation quantique et notamment des deux théories actuelles, la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle? Et pourquoi est-ce que c'est difficile d'unir la relativité générale et la physique quantique? Ça va être le sujet de la table ronde dans 15 jours. Oui, encore que ce sera la cosmologie plutôt, mais alors Oui. c'est une question très difficile. C'est-à-dire la gravitation quantique embête les physiciens théoriciens depuis très longtemps. En deux mots, la raison pour laquelle on a du mal à la mettre dans la théorie quantique, c'est que si on utilise les recettes habituelles de la théorie quantique, tout ce qu'on calcule devient infini. Et on n'est pas capable de réabsorber les infinis de la théorie quantique avec les méthodes standards. Donc il faut inventer d'autres méthodes. L'une des méthodes donc, est la théorie des cordes, dans laquelle les particules ne sont plus des points, mais des objets étendus. Et on décrit, et il se trouve qu'à cause de leur extension, les divergences sont un peu calmées. Et alors là, il y a beaucoup de théorèmes qui ont été calculés à un ordre impressionnant en développement qui s'appelle des boucles. Et dans l'ensemble, on pense que ça marche. Sauf que c'est tellement compliqué qu'on n'est pas capable de faire les calculs jusqu'au bout. Et c'est surtout, il y a trop de théories de cordes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de façons de choisir dans quel état on est que ce n'est pas vraiment prédictif. Donc c'est une théorie très prometteuse, auquel beaucoup de physiciens croient, mais qui commence à perdre de sa, disons, en mode, simplement parce qu'on se rend compte qu'elle ne va pas nous prédire quelque chose qui sera utile. L'autre méthode qui s'appelle donc la gravitation quantique à boucle, c'est une autre méthode de quantification qui ressemble davantage à la façon standard de le faire, et grâce à des variables astucieuses, on peut utiliser les méthodes standards. Et là, il y a aussi des résultats intéressants, par exemple l'évaporation quantique des trous noirs est compatible à la fois dans les théories des cordes et dans celle-là, la théorie quantique à boucle, mais ces résultats sont assez partiels, c'est-à-dire que pour l'instant, ils ne nous apprennent pas énormément plus que ce qu'on savait déjà. Donc on n'est pas vraiment dans un cul-de-sac, mais disons qu'on avance tellement lentement que pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est un domaine de recherche qui nous intéresse pour des raisons fondamentales, mais on sait qu'expérimentalement, de toute façon, ça ne va rien nous apporter. Ici, il y a une question. Bien sûr. Peut-être la dernière. Alors, bon, C'était monsieur? Il y en a une après. Oui, merci beaucoup là, pour votre exposé qui est formidable. Ma question, c'est qu'on parle beaucoup d'ondes gravitationnelles, son correspondant, comme pour la lumière d'ailleurs, c'est le graviton. Maintenant, avec ces fameuses expériences LIGO, Virgo et même ELISA, on recevra à peu près un graviton, si jamais on admet ces ondes gravitationnelles sous forme corpusculaire, par seconde, je crois. Donc, un nombre infinitésimal de gravitons qui, d'après certains orateurs que j'ai entendus, on mettrait 5 ans à savoir d'où ils viennent. Tellement on en recevra tellement peu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir une onde gravitationnelle qui soit plus informationnelle que ce que je viens d'en dire? Merci. Oui, en deux mots, alors c'est pas tout à fait des gravitons qu'on va observer, parce que les gravitons ce seraient des paquets d'ondes, et là on va vraiment observer des ondes planes, en gros. Et donc, ce qui nous embête pour la détection, c'est qu'elles sont extrêmement faibles. Mais alors donc, on augmente la sensibilité en utilisant différentes techniques pour augmenter leur sensibilité à une fréquence précise où on s'attend à avoir des choses. Et en gros, par exemple, l'américain devrait déjà commencer à avoir des choses, donc on devrait l'apprendre bientôt. Bien sûr, je suppose qu'ils sont en train de raffiner leurs mesures. Ce qui est important, je crois que j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Oui, non, ça bien sûr. Je ne sais plus où j'en ai. Ah oui, alors ça on le saura. Alors justement, il y aura plusieurs effectivement détecteurs. On fait tout un réseau de détecteurs. Donc il y a à la fois les deux américains, un européen, il y en a un en Inde, enfin indien, qui est en train de se construire. Et en utilisant tout cela, on aura une par triangulation. Quelle est la source? Et donc ça, a priori, c'est le futur. A priori, on l'aura. Une dernière question. Si j'ai bien compris, l'amortissement des pulsars binaires, ça se fait par dissipation, comme si les ondes gravitationnelles se propageaient dans un milieu matériel qui serait l'espace-temps, qui serait dissipatif en fait. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? Alors non, ce n'est pas le milieu qui est dissipatif, c'est le fait même d'émettre quelque chose qui est dissipatif. Quand vous faites tourner un bâton à la surface de l'eau, vous émettez des ondes, et c'est pas parce que l'eau est dissipative, c'est parce que vous avez émis ces ondes que votre bâton ralentit. Et dans le cas des pulsars binaires, les ondes gravitationnelles se propagent sans dissipation, mais par contre le fait même de les avoir émises fait que vous avez perdu de l'énergie. Et en gravitation, quand on perd de l'énergie, on accélère. Donc, voilà pourquoi le pulsar accélère. Enfin, l'orbite du pulsar accélère. Eh bien, on remercie notre conférencier. On ne pourra plus remettre en cause
la relativité générale maintenant avec toutes les décimales qu'on a vues. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 12 novembre. Ça sera pour une table ronde sur des sujets mystérieux. J'espère que ça ne sera pas dans le planétarium, parce que je ne vois pas comment faire une table ronde ici. On m'a dit que les travaux de la salle de conférence seraient terminés pour dans 15 jours. Laissons-nous surprendre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.